Bonsoir à tous. Merci Jean-Félix de cette proposition de conférence. Donc ce soir, je vais effectivement vous parler, comme il était indiqué sur l'affiche, de la crise syrienne. L'idée étant de vous proposer un tour d'horizon, un point sur la situation qui est celle actuellement qui prévaut en Syrie. Alors on a eu dans l'actualité très récente un certain nombre d'événements qui nous ont rappelé, si tant est qu'on l'ait oublié, que le Moyen-Orient est véritablement un point important dans l'agenda international de la Russie. On a eu la semaine dernière la réconciliation russo-turque, qui était aussi soudaine que inattendue. On a eu au début du mois de juin la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui s'est rendu à Moscou pour la 3e fois depuis septembre. Et c'était la 4e fois qu'il rencontrait Vladimir Poutine aussi depuis septembre, puisqu'il s'était vu à Paris lors de la COP 21, en marge de la COP 21. Autre événement, c'était fin mai, le Conseil Russie et groupe de coopération du Golfe, donc un forum entre la Russie et les pays du Golfe, qui s'est tenu à Moscou fin mai, si bien que, comme on a pu le voir, l'agenda moyen-oriental de Moscou était passablement chargé et gravitait très souvent, et continue de graviter, autour de cette crise syrienne. Alors c'est bien là une des principales conséquences de l'intervention militaire russe en Syrie, c'est d'avoir fait de la Russie un acteur incontournable, à la fois au plan diplomatique dans le processus de tentative de résolution de la crise, mais également au plan militaire suite à son intervention. Et au-delà même du dossier syrien, ça a replacé la Russie en tant qu'acteur incontournable pour résoudre, je dirais, une crise de premier plan à l'échelle internationale. Alors, ce qu'on peut en déduire pour l'instant, c'est que la résolution de la crise syrienne ne pourra pas se faire contre les intérêts de la Russie. C'était un des objectifs notamment recherchés par le Kremlin dans son intervention en Syrie. Alors ces intérêts, si on veut les définir très rapidement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été racontées, qui ont été dites, donc je ne vais pas tout reprendre. Premièrement, il y a l'idée de maintenir l'État syrien et donc le régime en place, donc d'éviter un nouveau changement de régime ou l'effondrement du régime syrien. Pourquoi ? Dans le calcul de la Russie, l'idée c'est que si jamais le régime syrien venait à s'effondrer, l'État syrien volerait en éclats et on aurait un nouvel État failli au bord de la Méditerranée après la Libye. Ce qui serait évidemment un scénario non souhaité. Et par conséquent, le seul rempart face à ce scénario, c'est maintenir le régime syrien tel qu'il est actuellement. Je dis bien le régime, je ne parle pas de la personne physique de Bachar el-Assad, j'y viendrai après. Deuxième élément, qui est le corollaire du premier, c'est la préservation de l'intégrité territoriale de la Syrie. Ça aussi, c'est un élément très important, pour le coup que les Russes partagent également avec les Américains. Là aussi, l'idée, c'est de dire que si jamais demain la Syrie se désintègre, eh bien, on ne maîtrise pas les effets collatéraux. Il peut y avoir un effet domino à travers la région. L'Irak peut aussi voler en éclats. L'intégrité territoriale de l'Irak est déjà de plus en plus compromise chaque jour un peu plus. On peut imaginer aussi un scénario qui se déclinerait sur le sud-est de la Turquie quand on pense à ce qui se passe au Kurdistan turc. Voilà, donc l'idée c'est d'éviter ce scénario-là qui pourrait également se reproduire, je dirais, jusque dans le Caucase ou pourquoi pas en Asie centrale, ce dont évidemment la Russie ne veut pas entendre parler. Troisième élément, c'est la garantie de la présence russe au Levant. Alors cette présence russe, on a très souvent cité le port de Tartous avec le point d'appui naval technique de la flotte russe. Il y a aussi des installations encore plus modestes dans le port de Latakia. Et il y a une empreinte militaire aussi, toujours à Latakia, avec la base aérienne que les Russes ont installée un petit peu au sud-est de la ville, à 30 km au sud-est de Latakia. Là aussi, l'idée, c'est de garantir cette présence, bien que sa forme puisse être amenée à évoluer à court ou moyen terme. Quatrième élément que je citerai, c'est les aspects énergétiques. La Russie, comme chacun sait, est une puissance énergétique. Et l'idée en s'installant au Levant, et notamment en s'installant et en verrouillant l'interface côtière syrienne, eh bien, c'est de verrouiller un potentiel débouché, pas pour demain matin, mais un potentiel débouché pour des tuyaux gazoducs, pourquoi pas de l'oléoduc, qui viendraient du Golfe, qui se dirigeraient donc à travers le Moyen-Orient vers le Levant, pour pouvoir ensuite envoyer du gaz ou du pétrole vers le marché européen qui est, je vous le rappelle, un marché de prédilection pour Gazprom notamment, en tout cas pour le complexe énergétique russe. Il y avait des projets qui existaient avant la crise syrienne en 2011, des projets de gazoducs qui devaient traverser depuis le Golfe jusqu'au Levant. Compte tenu de la situation sécuritaire dans la région, a priori ces projets sont évidemment annulés, gelés, et on peut imaginer qu'il y ait potentiellement des choses qui revivent
à moyen ou à long terme, mais en tout cas, la Russie entend avoir son mot à dire et c'est pour ça qu'elle entend rester dans la région. Alors, je vous expliquais auparavant, dans le début de mon propos, que la Russie était un acteur incontournable. Pourquoi est-ce qu'elle est incontournable sur le dossier syrien? Tout d'abord, c'est parce que c'est une force de proposition dans le cadre du processus politique qui tente de résoudre la crise. Et là, je parle du processus de Genève, sur lequel je reviendrai plus en détail, évidemment, dans ma conférence. C'est un processus qu'elle coparraine avec les États-Unis. Elle est également le seul acteur de la crise qui parle avec le plus de parties à la crise syrienne. La Russie parle évidemment avec les États-Unis, coparraine le processus de Genève. La Russie parle évidemment avec l'Iran, le régime syrien et le Hezbollah, puisqu'ils ont créé ensemble une coalition armée, une alliance armée pour intervenir en Syrie. Les Russes parlent avec les Turcs, surtout depuis quelques jours, ils reparlent de plus en plus. Ils parlent avec les Jordaniens, avec les Israéliens, très très bonne relation avec les Israéliens, avec les gens du Golfe, ils se sont déplacés à Moscou encore fin mai. En fait, la Russie parle avec le plus grand nombre d'acteurs dans la crise. Par conséquent, ça fait d'elle une partie incontournable. Enfin, je dirais que sa campagne militaire en Syrie a illustré sa détermination et son engagement à ne pas transiger sur ses intérêts. Et sa démonstration de force a également crédibilisé ses moyens militaires conventionnels, dont beaucoup doutaient de l'efficacité avant cette campagne, donc entre le 30 septembre et le 14 mars dernier. Et désormais, chacun sait que si besoin est, elle pourra être amenée à réintervenir sur le champ de bataille syrien. Et sauf que cette fois-ci, on sait que c'est vrai, on sait que ça peut arriver et on sait ce que ça peut donner. Ça change quand même l'équation en termes d'anticipation et de prospective. Toutefois, en dépit de tous ces points-là, il faut bien se garder d'imaginer que la Russie dispose d'une stratégie quelconque bien arrêtée, clairement établie sur le cas de la Syrie. Elle n'en a pas. Et je pourrais même élargir ce constat à tout le Moyen-Orient. En fait, la politique russe en Syrie reste très fortement arrimée à la qualité de sa relation avec les États-Unis. Et ce qui a pu donner l'illusion qu'il existait une stratégie, ou tout du moins quelque chose de cohérent, on va dire, c'est la capacité des autorités russes à réagir en temps et en heure, à prendre des décisions rapidement, au bon moment et à maîtriser le tempo. Et quand vous prenez ces facteurs-là, effectivement, d'extérieur, on a l'impression qu'il y a une stratégie, quelque chose de cohérent, surtout quand on regarde ce que font les autres acteurs dans la région. En fait, ce n'est pas le cas. C'est plus de la réactivité, c'est plus des choix tactiques, mais qui sont bien faits avec un mécanisme de processus de décision qui est bien rodé. Alors, en est-on aujourd'hui de la crise syrienne et de sa tentative de résolution? Pourquoi le processus de Genève est-il au point mort, puisqu'il est quasiment au point mort? Et que se passe-t-il sur le terrain? C'est ce que je vais donc vous expliquer au cours de mon intervention. Je vais commencer par vous expliquer, faire un point sur le processus même de Genève, et ensuite je vous proposerai une carte pour que vous puissiez comprendre quelle est la situation aujourd'hui sur le terrain en Syrie. Alors, ce processus de Genève, pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'il est pratiquement mort ou qu'il est à la veille d'un effondrement? Bon, tout d'abord, il faut comprendre quels sont les objectifs de la Russie à Genève, au-delà de trouver une solution pour le conflit syrien. Dans l'idéal, le best case scénario, comme on dit, ce serait pour la Russie de rééditer un coup diplomatique de l'ampleur de celui des armes chimiques de septembre 2013. Souvenez-vous, en septembre 2013, Sergei Lavrov et John Kerry parviennent, je dirais in extremis, à un deal sur le désarmement chimique syrien qui permet d'empêcher une intervention unilatérale américaine à ce moment-là en Syrie qui était pressentie comme étant imminente. Elle a retiré un grand capital diplomatique de ce coup-là. Également, elle a accompagné, contribué de manière déterminante au dénouement positif du dossier nucléaire iranien qui s'est dénoué donc à Lausanne le 14 juillet dernier avec la signature de l'accord sur le nucléaire iranien. Là aussi, ce n'est pas un accord que la Russie a subi puisqu'elle l'a accompagné et qu'elle l'a favorisé. Donc l'idée, ce serait, sur cette question de la Syrie, de réitérer ce type de coup diplomatique avec les États-Unis, en marchant en tandem avec les États-Unis. Alors qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient, je dirais, pour que cela fonctionne? Il faut tout d'abord un cadre onusien, un cadre multilatéral, donc résolution, je l'évoquerai plus tard. Le tandem avec les États-Unis, que j'évoquais, qu'on retrouve systématiquement. On le retrouve donc avec Lavrov-Kerry sur les armes chimiques syriennes, et on le retrouve également à Vienne puis à Lausanne pour le dénouement du dossier nucléaire iranien. Ensuite, il faut également ce fameux format de Vienne qui a été réitéré
utilisé pour le dossier nucléaire iranien qui a été ensuite décliné au cas syrien. Là aussi, je vais y revenir un petit peu après. L'idée, c'est d'avoir donc un cadre légitime et multilatéral. Et surtout, pour les Russes, ce qui est important, c'est d'être considérés sur un pied d'égalité dans les négociations avec les Américains, c'est-à-dire pas être considérés en junior partner. Et cette idée procède elle-même de l'idée, je dirais, que du point de vue des Russes, le tandem russo-américain est le seul à pouvoir créer une énergie suffisante, disposer d'influence suffisante pour faire avancer à peu près n'importe quel dossier au Moyen-Orient. Ça, c'est une conception, une idée qui reste très très ancrée dans la représentation actuelle de la géopolitique au Moyen-Orient. Alors, ce processus de Genève auquel on assiste encore aujourd'hui, je dirais, il a été remis à flot à l'automne 2015. Il a été remis à flot suite à l'intervention militaire de la Russie, donc qui a permis de remettre la diplomatie en marche. C'est un format donc, qui reprend les principes de la conférence qui s'appelle la conférence de Genève 2, qui s'est déroulée entre fin janvier et février 2014 et qui a échoué. Mais avant d'échouer, les participants s'étaient quand même entendus sur un certain nombre de principes qui devaient être respectés pour le futur de la Syrie. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y avait le principe de créer un corps gouvernemental transitionnel, donc entre le régime actuel et entre un futur régime qui serait élu par la plus grande représentativité et par le plus de Syriens possible. Donc un corps transitionnel gouvernemental inclusif. L'idée également d'intégrité territoriale de la Syrie que j'évoquais dans mon introduction, qui a été reprise à Genève 2, et l'idée du retrait des combattants étrangers du champ de bataille syrien, pour éviter le plus possible. Ils se sont entendus sur ces principes, ils se sont entendus sur rien d'autre, et la conférence de Genève 2 était un échec. Genève 3, le processus auquel on assiste actuellement, reprend ces principes et repose sur le format inclusif de Vienne, qui avait été utilisé pour résoudre ce dossier nucléaire iranien, un format qu'avaient beaucoup apprécié et les Américains et les Russes, et les Iraniens. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas le reprendre pour tenter de trouver une solution à la crise syrienne. Alors ce format de Vienne est devenu ce qu'on appelle le groupe de soutien international à la Syrie, qui regroupe environ 16 pays et organisations internationales. Donc vous retrouvez les États-Unis et la Russie, qui sont les deux coparrains. Vous retrouvez l'Union européenne, vous retrouvez la Ligue arabe, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Émirats arabes unis, le Qatar, bref, un certain nombre de pays qui sont quand même acteurs directs ou indirects dans le conflit. Et je dirais que ce format-là sert un peu d'antichambre aux négociations de Genève. C'est là qu'on discute, qu'on échange, dans un cadre qui n'est pas vraiment informel, mais qui est quand même plus, je dirais, décontracté qu'à Genève. Vous avez ensuite le cadre international, c'est la résolution de l'ONU, la résolution 2254, qui a été votée le 18 décembre dernier. Qui donc fournit un cadre international et de droit international à la résolution de la crise. Alors cette résolution, c'est le premier texte sur lequel tout le monde s'entend, Russes et Américains, et qui passe à l'ONU. Auparavant, les Russes mettaient un veto systématiquement sur tous les projets de résolution qui pouvaient être présentés par les Français, les Britanniques ou les Américains, et vice-versa. Là, finalement, cette résolution a fonctionné. Qu'est-ce qu'elle dit, cette résolution ? Elle appuie un processus politique dirigé par les Syriens, facilité par l'ONU, qui vise à mettre en place dans les 6 mois une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire, et arrête un calendrier et des modalités pour l'élaboration d'une nouvelle constitution, et se dit favorable à la tenue dans les 18 mois d'élections libres et régulières, conformément à cette nouvelle constitution qui était citée, et qui serait conduite sous supervision de l'ONU. Donc là, je vous ai cité un extrait de la résolution qui n'est pas très grande, elle fait 6-7 pages. L'envoyé spécial de l'ONU, Staffan de Mistura, a décidé de faire rentrer en vigueur, rentrer en force cette résolution en fait au 1er février dernier, début février dernier. La résolution a été votée le 18 décembre. Vous voyez qu'elle a mis 1 mois et demi à être concrètement entrée en force. Pourquoi ? Parce que là aussi, c'était impossible de faire s'asseoir les gens autour d'une table pour qu'ils discutent. Et donc, il a réussi comme ça à gagner, je dirais, 1 mois et demi. Ce qui n'est pas négligeable, puisque dans la résolution, on part d'un calendrier de 18 mois, donc ce qui amène à l'été 2017, donc quasiment dans un an. Alors si vous arrivez à obtenir 1 mois et demi là-dessus de rallonge, c'est loin d'être négligeable compte tenu des difficultés qui vous attendent. Troisième élément, donc après le groupe de Vienne et la résolution, c'est l'accord sur la cessation des hostilités qui a été décrété le 27 février dernier. Ça aussi, c'est un moment important, puisque là aussi, Russes et Américains, qui sont les artisans de cet accord-là, se sont mis d'accord.
Et je dirais théoriquement, cet accord est toujours en vigueur. Je dis théoriquement parce qu'en fait, il est violé quasiment tous les jours. Mais mine de rien, il a son importance parce qu'il a permis d'acheminer une aide humanitaire aux villes et localités qui sont sous le coup qui sont assiégées, alors soit par le régime, soit par d'autres forces, qui a permis de faire des parachutages d'aide humanitaire, d'évacuer des blessés, de procéder à des échanges de prisonniers. Donc tout ce qui peut relever du champ humanitaire. Je dirais que c'est le plus petit dénominateur commun entre les Russes et les Américains et les autres forces en présence. Bon, toutefois, cet accord de cessation des hostilités a été critiqué, notamment par le régime, mais pas seulement par le régime, qui considérait que, en fait, en allant apporter de l'assistance dans les localités assiégées et en apportant de l'aide médicale, on allait soigner et aider des terroristes, ou alors qu'on allait les évacuer vers des hôpitaux où ils seraient soignés, puis après ils prendraient les armes et ils reviendraient combattre. Par conséquent, le régime a globalement coopéré à la mise en œuvre de ce régime-là, enfin de cette cessation des hostilités, mais dans certains points, il a été au contraire à mettre des bâtons dans les roues, à empêcher le transfert de matériel médical, tout ce qu'on peut imaginer quand il estimait qu'il y avait plus de terroristes que de population civile. Alors, voilà tous ces éléments, ça c'est un peu le cadre pour le processus de Vienne. Maintenant, ce processus ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pratiquement on est en juillet, pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a plusieurs facteurs. Bon, tout d'abord, il reste un profond désaccord entre les Russes et les Américains sur qui est terroriste et qui n'est pas terroriste. Et ça, c'est un très gros problème parce que, bien évidemment, Jabhat al-Nusra, qui est la filiale d'Al-Qaïda en Syrie, et l'État islamique ne sont pas partis à cet accord de cessation des hostilités. Mais il s'est posé un autre problème en décembre, quand on négociait donc, tous ces accords-là. S'est tenue à Riyad une conférence où les Saoudiens ont tenté de rassembler le plus grand nombre d'opposants présentés comme fréquentables pour se mettre d'accord sur une position commune qui pourrait conduire à un accord de cessez-le-feu. Et il a été question pendant un moment de faire participer notamment un groupe qui s'appelle Ahrar al-Sham, qui est un groupe considéré comme terroriste par les Russes, le régime, l'Iran et les autres, qui n'est pas considéré comme terroriste par l'Arabie Saoudite et qui est activement soutenu, financé, armé, équipé par le Qatar et la Turquie. Le problème, c'est que ce groupe a claqué la porte de la conférence de Riyad en disant nous, on ne prendra pas parti à cet accord-là. C'est un problème parce que c'est un groupe qui est assez puissant et qui, comme je vous l'ai dit, est soutenu par des pays qui sont non négligeables. La même question s'est posée également pour le groupe Jaïch al-Islam. Aujourd'hui, le problème n'est pas réglé aussi, puisque vous avez des groupes présentés comme des groupes fréquentables, d'opposition dite fréquentable, qui sont soutenus et équipés par la CIA ou par le Pentagone, qui opèrent notamment à Alep, mais pas seulement à Alep, que les Russes et le régime considèrent comme étant des terroristes, qui peuvent occasionnellement bombarder, alors que les Américains disent pas du tout, ce ne sont pas des terroristes, c'est une opposition fréquentable. Donc là, vous avez une brèche, si vous voulez, dans l'accord, dans lesquels s'engouffrent certains groupes rebelles et qui ajoutent à la confusion et qui en tout cas ne permet pas d'avoir un régime de cessation des hostilités qui est optimal. Premier problème. Deuxième problème, les négociations de Genève elles-mêmes. À Genève, les partis qui négocient, donc l'opposition et le régime pour un peu résumer, ne s'entendent toujours pas sur la question du sort de Bachar el-Assad, qui pose problème. Pour le régime, il n'est même pas question d'inscrire dans l'ordre du jour de la discussion la présence de Bachar el-Assad. On ne va pas négocier sur le sort du président syrien, il est légitime, etc. etc. Alors que pour l'opposition syrienne, Bachar el-Assad doit partir. Il est hors de question même qu'il fasse partie d'un corps transitionnel quelconque. Donc là, il y a véritablement un cas tout simplement d'impasse que pour l'instant les gens n'arrivent pas à résoudre. Troisième élément, la nouvelle constitution que je vous ai citée dans la résolution de l'ONU. Bon, cette nouvelle constitution, c'est les Russes qui l'ont écrite. Ils se sont attelés au chantier, ils l'ont écrite. Ils l'ont proposée, je dirais, au cours des dernières semaines au régime et à l'opposition, qui l'ont toutes deux rejetée. Donc il faut tout refaire. Bon, qu'est-ce qu'on en sait de cette constitution? On sait qu'elle mettait en avant un modèle de Syrie décentralisé, ce qui n'est pas surprenant, avec la création d'assemblées populaires régionales, donc en fonction d'identité territoriale qui serait définie sur une base ethno-confessionnelle par exemple, qui permettrait une plus grande représentativité des différentes sensibilités politiques, confessionnelles, des différentes ethnies, qui auraient des pouvoirs en matière de justice et en matière d'administration locale, avec notamment la promotion de la langue régionale qui pourrait être utilisée. C'est notamment le cas pour les Kurdes, et c'était explicitement écrit dans le texte que les Kurdes pourraient utiliser leur langue. C'est un premier élément de cette constitution. Le deuxième élément, c'était la délégation d'un certain nombre de pouvoirs du président syrien à un conseil des ministres. Donc le président syrien céderait de ses pouvoirs, si vous voulez, à une entité un peu plus collégiale.
mais il conserverait mine de rien ses prérogatives sur les structures de sécurité et sur l'armée. Bon, de toute façon, ce projet de constitution est tombé à l'eau et aujourd'hui il faut tout refaire. Par conséquent, ça reste un défi. Autre élément qui pose problème à Genève, c'est que le régime, galvanisé, je dirais même enhardi par l'intervention de la Russie, s'estime, en tout cas rhétoriquement, en mesure de reprendre tout le territoire syrien. C'est ce qu'il présente comme voilà, une grande bataille pour reprendre possession du territoire syrien. Ce qu'il ne peut évidemment pas faire. Il ne peut pas le faire. Par contre, ce qu'il peut faire et ce qu'il souhaite faire, c'est provoquer une ou deux grosses batailles décisives. L'idée de la bataille qui fait pencher définitivement le cours du conflit. Ça pourrait être à Alep notamment. Et il s'estime donc en mesure, à l'occasion de cette grosse bataille, de définitivement défaire l'opposition qui reste encore soutenue par les Occidentaux et par les monarchies du Golfe, ce qui démonétiserait complètement la position de cette opposition en Genève, qui donc n'aurait plus vocation, n'aurait plus légitimité en perdant son principal atout, une fois de plus Alep par exemple, à siéger, puisque militairement ils ne valent plus rien et politiquement ils ne représentent plus grand monde. Enfin, autre élément qui, je dirais, pose difficulté au processus de Genève, c'est les dissensions qui sont apparues récemment entre les Russes et les Américains sur la question des cibles pour les bombardements, désigner les cibles. On a assisté à ce qu'on pourrait appeler une lune de miel entre les Russes et les Américains entre fin février, mars, avril. Là, tout allait à peu près bien. Là, depuis cette période-là, les choses ont évolué. Le tandem russo-américain a de la peine à produire du résultat à Genève. Cela fait naître des suspicions entre les uns et les autres que les Américains cherchent à gagner du temps parce que l'élection arrive, que les Russes se font avoir par les Américains à négocier, etc. Ce qui ne contribue clairement pas à un climat de confiance et de constructivité à Genève. Alors, autre élément de pression sur c'est le calendrier, puisqu'en vertu de la résolution de l'ONU que je vous ai citée, eh bien, on devrait avoir d'ici un mois, début août, un gouvernement transitionnel. Alors, il est franchement très très peu probable que dans les jours qui restent, ils arrivent à se mettre d'accord à Genève sur un gouvernement transitionnel. C'était peut-être pas impossible, il faudrait un miracle. Après tout, on n'est pas au bout de nos surprises sur le dossier syrien. Mais compte tenu des facteurs qui sont ce qu'ils sont aujourd'hui, ça paraît quand même très peu probable qu'ils arrivent à se mettre d'accord en un temps record, en 3 semaines, pour former un gouvernement provisoire, s'arrêter sur un calendrier, former une constituante, pour qu'à l'été prochain, il y ait des élections et un nouveau gouvernement. Ça paraît quand même très très compromis. Autre élément, pour finir sur les aspects diplomatiques qui pèsent, je dirais, c'est l'épée de Damoclès du plan B américain. Alors je m'explique, les Américains ont fait savoir dès le mois de février que si le processus de Genève n'aboutissait pas, que si le gouvernement syrien ne remplissait pas pleinement ses obligations, notamment en matière humanitaire, ils disposaient de ce qu'ils ont présenté eux-mêmes comme un plan B, sans rentrer dans les détails. Alors qu'est-ce que pourrait être le fameux plan B américain ? On peut imaginer des livraisons d'armes offensives aux rebelles, par exemple de l'armement qui pourrait permettre d'abattre des hélicoptères ou des avions, y compris pourquoi pas des hélicoptères ou des avions russes, on ne sait pas. Après, entre quelles mains peuvent tomber ces armements ? On peut imaginer également l'idée de frappe unilatérale américaine sur des cibles du régime. Ça paraît quand même compliqué parce qu'avec ce que les Russes ont mis au sol comme moyen de défense antiaérien, à mon avis, ça va être compliqué. Ou on peut même imaginer des sanctions unilatérales contre la Russie, en plus, pour amener la Russie à être plus magnanime et à mieux coopérer à Genève. Bon, en tout cas, ils n'en ont pas dit plus. On peut douter de la détermination de l'extrémité, compte tenu du fait que jusqu'à présent, la position de la Maison-Blanche, c'était de donner la chance à la diplomatie et que Barack Obama résiste aux pressions du Pentagone, notamment à envoyer peut-être plus d'armes ou plus de conseillers sur place ou à développer d'autres programmes. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont que des suppositions. Alors la situation sur le terrain, je vous rappelle que théoriquement, on se trouve dans le cadre du régime de cessation des hostilités qui est en vigueur depuis le 27 février dernier, mais qui est globalement et très imparfaitement respecté. Alors là, vous avez une magnifique carte que je vous propose. J'espère qu'on voit bien les couleurs. Alors, ah merci, ouais, c'est beaucoup mieux. Ah, c'est quand même beaucoup mieux là. Alors voilà la carte de la Syrie, c'est la situation qui prévalait en Syrie début juin. Je n'ai pas trouvé de carte plus récente et plus précise. Alors, donc je vous disais la situation qui prévalait il y a un mois, qui n'a pas sensiblement évolué, sauf peut-être dans le nord, mais j'y viendrai après, de la Syrie. Alors vous voyez principalement 4 couleurs qui représentent 4 forces. Je vais du rouge, du vert, du jaune et du noir. Je vais commencer par le rouge. Le rouge, c'est le territoire contrôlé par le régime syrien.
Donc vous avez Damas, la capitale, qui est ici, et ici vous avez le pays côtier syrien. Et mis ensemble, on appelle cette part du territoire syrien la Syrie utile. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle la Syrie utile? Parce que c'est là que se trouvent déjà les débouchés maritimes, qui sont les seuls débouchés maritimes syriens. C'est là que se trouve le centre du pouvoir, on va dire. Le pays côtier est également ce qu'on appelle le berceau du régime syrien, puisque c'est le pays alaouite, c'est de là que vient le clan de Bachar el-Assad. C'est donc un pays qui est très clairement acquis, on va dire, politiquement au régime syrien. C'est également la Syrie utile, puisque sur ce territoire-là, qui est en rouge, qui s'étend, on va dire ici, cette espèce de langue, vivent environ 60 à 65% de la population syrienne. Et ça, c'est un argument qui est utilisé par le régime pour dire nous sommes légitimes, parce qu'on ne contrôle peut-être que 15% du territoire syrien, mais ce sont sur ces 15% que vivent 65% de la population. Donc on ne peut pas se passer de nous. Ensuite, vous avez... alors là, vous avez Tartous, dont on a tous entendu parler, et là, Latakia, avec la base aérienne russe qui est située quelque part par ici. Et c'était très utile d'avoir une base juste ici, puisque lorsque les Russes sont intervenus, le vert allait quasiment jusque-là. Le vert, c'était tout ça, et l'opposition qui est ici menaçait de prendre en fait le berceau du régime syrien. Et donc les Russes, en installant leur base ici, pouvaient, en l'espace de quelques minutes, être tout de suite sur place pour pouvoir intervenir, et ça permettait de donner de la réactivité et de la puissance aux actions entreprises au sol ensuite par l'armée syrienne, le Hezbollah et les Iraniens. Donc il y avait une immédiateté, si vous voulez, de l'action, qui a été déterminante, déterminante pour le succès de l'opération militaire russe. Vous avez ici Palmyre, dont on a beaucoup parlé au printemps. Donc vous voyez cette sorte d'excroissance dans le désert syrien. Palmyre qui est un nœud de communication dans le désert, mais il n'y a rien à Palmyre. Il y avait une prison du régime, donc symboliquement c'était important, mais au-delà de ça, militairement, ça ne représente pas grand-chose. Ensuite, en vert, vous avez l'opposition syrienne, ou les groupes rebelles syriens, ou les terroristes syriens, suivant le point de vue que vous adoptez, qui ne sont pas l'État islamique. Donc vous avez le Jabhat al-Nusra qui principalement est installé dans la région d'Alep. Autre ville importante, c'est Idlib, qui est tenue encore par les rebelles. Vous avez également Homs qui est entouré, ici qui est encerclé. Alors Alep, c'était la ville la plus importante de Syrie avant le conflit. C'était une ville qui comptait 2 millions d'habitants environ. Aujourd'hui, on aurait bien du mal à dire combien est-ce qu'il reste d'habitants, probablement moins d'1 million, même nettement moins d'1 million. Mais ça reste aujourd'hui un objectif symboliquement très important, j'y viendrai, et même pas que symboliquement, très important, qui reste. Là, vous avez une petite langue verte ici, c'est ce qui reste de ce qu'on appelait le corridor d'Azaz. Peut-être vous avez entendu parler en lisant des articles ces dernières semaines. En fait, avant, Alep était relié au territoire turc par une espèce de corridor, un cordon ombilical, qui permettait aux rebelles ou aux terroristes, une fois de plus, de recevoir des combattants, des munitions, des armes. Et comme vous le voyez aujourd'hui, ce cordon ombilical n'existe plus puisqu'il est pris en sandwich par l'État islamique d'un côté et par les Kurdes de l'autre. Ensuite, vous avez en jaune les Kurdes syriens. Donc on remarque déjà qu'il y a une discontinuité territoriale. Ils ont formé 3 cantons, le canton d'Afrin, le canton de Kobané qui est par ici, et un 3e canton qui est là. Alors les Kurdes, dès que la crise a éclaté en 2011, ils se sont mis d'accord objectivement avec le régime pour ne pas se faire la guerre, puisqu'ils avaient un ennemi commun qui était les djihadistes. Donc autant ne pas se faire la guerre entre le régime syrien et les Kurdes. Et au passage, vous voyez qu'ici, vous avez une cuvette rouge. Ce sont des troupes du régime syrien qui sont encerclées par les Kurdes. Il y a eu quelques problèmes au printemps dernier, des échauffourées, il y a eu des morts, des prisonniers, mais globalement, ils cohabitent ensemble, ils vivent ensemble, ils ne se font pas la guerre. Alors ce territoire est discontinu, comme je vous l'ai dit, les Kurdes représentent environ 10% de la population syrienne, environ 2 millions d'habitants, enfin, population théorique syrienne, donc 2 millions d'habitants. Leur territoire, en fait, leur objectif, c'est d'unifier ce territoire, qui est une continuité territoriale. Pour l'instant, évidemment, c'est pas possible. Là, vous avez le fleuve Euphrate qui coule comme ça, dans le désert. Et jusqu'à très récemment, je dirais jusqu'à il y a quelques semaines, jusqu'au printemps, ils ne franchissaient pas la limite de l'Euphrate pour aller faire la jonction avec le canton d'Afrin. Pour plusieurs raisons. Bon, tout d'abord, les Turcs qui sont au-dessus, qui ont de très gros problèmes avec les Kurdes, je pourrais y revenir peut-être plus tard, ont toujours fait savoir que si jamais les Kurdes syriens tentaient une unification quelconque de leur territoire qui pourrait ensuite conduire à des revendications autonomistes ou voire plus, ils interviendraient, ils ne laisseraient pas faire. Et que la ligne rouge pour eux c'était le franchissement de l'Euphrate,
et qui considéraient le franchissement de l'Euphrate comme étant contre les intérêts turcs et qu'ils interviendraient. Bon, sauf que ce franchissement a eu lieu. Ici, on voit depuis quelque temps, là, déjà début juin, avec l'aide des Américains. Alors, les Kurdes ont proclamé ce qu'ils appellent la République de Rojava, donc qui correspond territorialement à la portion jaune. Ils ont proclamé cette république, mais ils se sont empressés de la présenter comme une structure purement technique, visant finalement à pourvoir aux fonctions de l'État, qui n'étaient plus en mesure d'assurer les services et les fonctions de l'État compte tenu de la crise syrienne, et qu'il ne fallait pas y voir autre chose que cette structure purement technique. Au mois de mars dernier, ils ont proclamé une entité fédérale dans le nord, qu'ils ont présentée comme étant inclusive, avec des chrétiens, avec des Kurdes, des musulmans, des Arabes. Ce qui a évidemment irrité les Turcs, ce qui a irrité le régime, d'où les échauffourées qu'il y a eu quelques semaines après avec le régime dans les petites poches au-dessus en rouge. Mais les Kurdes agissent en Syrie dans le cadre de ce qu'on appelle les forces démocratiques syriennes, qui sont un groupe armé présenté par les États-Unis comme étant une force arabe, mais qui en fait est à 90% kurde. C'est principalement les combattants du YPG kurde, YPG qui est la branche armée du PYD, le PYD qui est le principal parti kurde, on va dire, kurde syrien. Ces forces démocratiques syriennes, qui sont donc appuyées par les États-Unis militairement, ils reçoivent un entraînement, ils reçoivent de l'équipement, ils reçoivent de l'appui aérien, progressent donc dans cette direction-là, puisqu'eux sont très motivés, les Kurdes, pas du tout pour aller prendre Raqqa, qui est là, mais pour unifier leur territoire. Quatrième acteur, que vous connaissez tous, l'État islamique, en noir. Alors, vous allez me dire, oulala, c'est beaucoup, ils ont un territoire qui est immense, sauf que ce territoire, c'est quasiment que du désert. Tout ce qui est ici, c'est du désert. Les zones peuplées sont en général le long du fleuve. En termes d'agglomération, leur capitale autoproclamée, c'est Raqqa. Raqqa, c'est environ 200 000 habitants. On estime environ à 200 000 habitants. Vous avez des résorts qui est encerclé. Il y a en fait une garnison du régime qui est encerclée par les djihadistes. Et c'est tout, c'est à peu près tout, on va dire. Ils tiennent encore une autre ville importante qui s'appelle Manbij, qui est ici, où il y a des combats très très féroces en ce moment même. Et cette ville est importante parce que Manbij, c'est un nœud de communication entre la Turquie et la Syrie. Et c'est par cette ville que passent à peu près tous les djihadistes, terroristes, quand ils veulent se rendre faire le djihad en Syrie et après en Irak. Donc ils arrivent en Turquie, Gaziantep, ils descendent. C'est environ à 40 km de la frontière turque. C'est à 80 km au nord-est de Alep. Et il faut qu'ils passent par là, en général, c'est la route la plus directe pour pouvoir ensuite se rendre dans l'État islamique. Et en ce moment, les forces démocratiques syriennes, donc les Kurdes, sont en train de tenter de reprendre cette ville pour couper véritablement Raqqa de toute possibilité d'approvisionnement en armes et en munitions en vue d'une future offensive qu'on peut imaginer donc sur Raqqa. Alors l'État islamique, il dispose d'un enracinement territorial, je dirais, qui est quand même très très relatif, parce qu'il règne sur une population qui n'est pas si nombreuse. Il y aurait une dizaine de milliers de djihadistes, même moins d'une dizaine de milliers de djihadistes à Raqqa. Contrairement au Jabhat al-Nusra, qui lui, à mon sens, pose un problème beaucoup plus important, est une menace à un ennemi beaucoup plus important, parce que lui dispose d'un enracinement dans la population locale qui est réel à Alep, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui soutiennent Jabhat al-Nusra, le peuple qui soutient Jabhat al-Nusra, et ce sera beaucoup plus dur d'en venir à bout. Il dispose aussi d'une force militaire très conséquente, d'une crédibilité sur le champ de bataille qui lui permet d'attirer vers lui, un peu comme un aimant, d'autres groupes rebelles, terroristes ou islamistes, un peu en perdition, en perte de vitesse, qui vont faire alliance avec Jabhat al-Nusra. Donc ça va être un défi. Alors les deux, trois points chauds, c'est bien évidemment Raqqa en ce moment, Alep, et je vous citais Manbij juste avant. Alep est une cible qui est privilégiée aujourd'hui par le régime iranien, par le Hezbollah, par les milices chiites et le régime, qui souhaiteraient reprendre Alep, puisque ce serait une victoire politique décisive. Ça mettrait un coup de grâce, en tout cas il le voit comme ça, à l'opposition syrienne. Mais pour l'instant, ils ne bénéficient pas ni du soutien de l'artillerie russe, ni du soutien de l'aviation russe. Et en l'absence de ce soutien, ils ne pourront pratiquement rien faire. Ils risquent en fait d'encaisser plus de pertes que de réaliser de gains sur le terrain. Et c'est là que vous voyez que l'appui militaire de la Russie est déterminant, en fait, militairement, sur le terrain pour le régime et pour les Iraniens. Et sans cette puissance d'artillerie et puissance de l'aviation russe, qui une fois de plus peut intervenir très vite depuis l'attaquer, ça va être très très compliqué de prendre Alep pour le régime. Deuxième point chaud, c'est Raqqa.
Alors Raqqa, idéalement, les Russes souhaiteraient une opération conjointe avec les Américains sur Raqqa. Ils l'ont fait comprendre très clairement. Désignation des cibles en commun, bombardement en commun. Il y a l'idée du franchissement de l'Euphrate, voilà également pour pouvoir redescendre sur Raqqa, avec en toile de fond un peu l'idée de la prise de Berlin dans la Seconde Guerre mondiale, les opérations coordonnées, etc. Bon, sauf que les Américains ne veulent absolument pas en entendre parler, principalement pour des raisons politiques. Ils ne veulent pas trop se compromettre de leur point de vue en coopérant avec les Russes militairement en Syrie, alors qu'ils sont en bras de fer avec la Russie sur d'autres dossiers internationaux. Et tout simplement parce qu'ils ne veulent pas faire de cadeaux à la Russie. Donc pour l'instant sur Raqqa, sur Raqqa même, il se passe pas grand-chose. Le régime syrien a tenté une opération ces dernières semaines qui s'est soldée par un échec terrible. Ils ont tenté en fait de remonter depuis Palmyre à travers ces routes et le désert pour aller prendre une base aérienne qui est ici, en se disant que si on a une base aérienne à quelques kilomètres de Raqqa, on y met des hélicoptères, des avions, et on refait le scénario de la Russie à l'attaquer, c'est-à-dire qu'on est très vite sur place pour bombarder, appuyer l'infanterie au sol et pour déloger l'État islamique. Bon, sauf que comme vous voyez, la distance est quand même importante. Certes, c'est du désert, mais vous étendez ce qu'on appelle les lignes de communication. Et ils se sont fait prendre en revers par des groupes de djihadistes qui ont lancé des opérations très violentes et très rapides sur les troupes syriennes et les autres troupes qui restaient à l'arrière, qui les ont tout simplement massacrés. Et le régime a dû rebrousser chemin en perdant du matériel, des hommes et du temps pour cette opération. Là aussi, ils n'ont pas bénéficié du soutien de la Russie, ni je veux dire, du soutien aérien ou du soutien de l'artillerie russe. Et vous avez la situation à Manbij que j'ai évoquée. Plus récemment, on a entendu parler en fin de semaine dernière que les Américains proposaient aux Russes, finalement, une sorte de volte-face, de se mettre d'accord sur des actions conjointes en termes de désignation. Ça, c'était la grande nouvelle de la fin de semaine dernière avec la réconciliation turque, russo-turque, pour donc frapper Jabhat al-Nusra à Alep. Alors, ce plan qu'aurait proposé l'administration américaine, enfin la Maison-Blanche, n'a pas été confirmé. On en a entendu parler, il y a eu un article dans le Washington Post. Mais si c'était le cas, si vraiment les Américains ont proposé ce plan-là, ça représente un 180 degrés pour leur stratégie en Syrie, puisque jusqu'à présent, ils ne voulaient pas coopérer trop avec la Russie, parce qu'ils partaient du principe qu'en combattant aux côtés des Russes objectivement, même avec des frappes, cela revenait à renforcer le régime syrien. Cela revenait à aider le régime syrien, alors qu'officiellement, la position des États-Unis, c'est de dire Bachar el-Assad doit quand même partir et on ne soutient pas le régime syrien qui n'est plus légitime. Donc ils se retrouvaient en porte-à-faux vis-à-vis de leur action en Syrie. Bon, ce plan n'a pas été confirmé, mais il faudra surveiller de ce côté-là également ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur les perspectives, je dirais, à court terme en Syrie? Je vous ai parlé du processus de Genève. En l'absence d'avancées décisives sur ce processus, moi je pense qu'on peut s'attendre à une reprise à plus large échelle des hostilités. C'est une évolution qu'on ne peut pas écarter, puisque si rien ne se passe au plan diplomatique, les protagonistes, à un moment donné, vont revenir sur l'option militaire. Et c'est l'option qui reste privilégiée, me semble-t-il, par le régime, qui estime qu'il a plus à gagner sur le champ de bataille qu'à Genève. À Genève, on va lui demander en plus des concessions, on va lui demander de faire partir des gens du régime, Bachar el-Assad en premier lieu, alors que lui ne s'estime pas du tout en position de faiblesse. Il y a 3 éléments que je voudrais soumettre à votre réflexion. Le premier élément, c'est le défi de la reconstruction de la Syrie. La Syrie aujourd'hui est un champ de ruines. Alors il y a des belles ruines comme à Palmyre, mais ce n'est pas Palmyre partout. Il y a surtout des ruines dans des villes syriennes qui sont quasiment intégralement détruites. Et le chantier syrien, parce que demain la Syrie sera un chantier, a été estimé, suivant les différents calculs qu'on peut faire, à au minimum 100 milliards de dollars pour remettre à peu près l'économie syrienne à flot pour qu'elle soit capable elle-même de reproduire de la richesse pour pouvoir ensuite être autosuffisante. 100 milliards de dollars. La question, c'est qui va payer 100 milliards de dollars? La Russie, non, elle n'a pas les moyens. La Russie pourra contribuer sur des projets peut-être locaux, probablement dans la région où habite Bachar el-Assad, enfin le pays alaouite, mais elle ne dispose pas de la force de frappe financière pour financer un chantier comme la Syrie. L'Iran non plus. L'Iran est complètement lessivé financièrement. Ils récupèrent progressivement leurs actifs qui étaient gelés à l'étranger, notamment dans les banques occidentales, suite donc à la levée progressive des sanctions, suite à l'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire iranien. Mais on va dire que cet argent qu'ils récupèrent progressivement, ils ne vont certainement pas l'injecter dans le gouffre que représente la Syrie. Ils vont sûrement le garder pour chez eux, développer leurs infrastructures, y compris l'infrastructure énergétique.
Et de toute manière, ce ne sera pas suffisant pour reconstruire la Syrie. Non, la vraie force de frappe financière, on sait tous où est-ce qu'elle est, c'est les pays du Golfe, et dans une moindre mesure, c'est l'Europe. Alors le problème, c'est qu'aujourd'hui, les pays du Golfe et l'Europe ne soutiennent pas Bachar el-Assad, et ils n'ont aucune raison de lui faire un cadeau en lui payant la reconstruction avec Bachar el-Assad au pouvoir. Donc là, il y a un problème. Là, il y a un problème, il y a matière à négociation, il y a un défi politique, il y a un défi financier, ça va prendre des décennies. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que il vaut mieux avoir, quand on doit faire face à un chantier de l'ampleur de celui qui s'annonce en Syrie, il vaut mieux avoir un État fort, un État centralisé, qui est capable de coordonner un chantier à l'échelle nationale, avec un programme national, plutôt que des petites entités éparpillées comme des mosaïques, qui vont chacune chercher à tirer la couverture de leur côté, au détriment d'un projet qui est plus national. Premier élément. Deuxième élément, c'est comment va évoluer la relation entre la Russie et l'Iran. Ça, c'est une grande inconnue. Bon, officiellement, la Russie et l'Iran sont dans le cadre d'une alliance militaire circonstanciée en Syrie. La Russie apportant l'aviation et l'artillerie et l'Iran apportant les troupes au sol, avec des milices chiites et d'autres supplétifs. Mais on commence à voir poindre depuis quelque temps des dissonances, pas forcément des divergences. Ce n'est pas encore des divergences, mais pour l'instant, ce sont des dissonances. Il y a la question de Bachar el-Assad, une fois de plus. Les Russes ont redit encore récemment que Bachar el-Assad était une ligne rouge pour eux et qu'il était hors de question de discuter du sort de Bachar el-Assad. C'est vrai. Mais ils ont dit aussi à plusieurs reprises qu'ils n'étaient pas mariés avec Bachar el-Assad. Ce qui veut bien dire ce que ça veut dire. Alors que pour les Iraniens, il est hors de question d'imaginer le départ de Bachar el-Assad, en tout cas aujourd'hui, dans les circonstances qui sont celles qui prévalent. Il y a aussi une forme, je dirais, de frustration de la part des Iraniens vis-à-vis du processus de Genève. Considèrent qu'à Genève, ils sont dans la position un peu des junior partners, c'est-à-dire que c'est les Russes et les Américains qui font le travail, et eux sont un peu au fond de la salle, à regarder ce qui se passe, à attendre, alors que sur le terrain, c'est leurs hommes qui tombent, c'est leurs hommes qui meurent. Ils sont depuis 2011 impliqués dans le conflit, puisqu'ils ont envoyé des conseillers dès 2011 et des armes depuis 2011, et des financements depuis 2011. Et que par conséquent, ils ont un droit qui, eux, estiment en tout cas au moins égal à celui de la Russie, si ce n'est supérieur à la Russie, un droit de regard, voire même un droit de préemption sur le futur de la Syrie. Et ce droit, ils ont peur de se le faire tout simplement, peut-être pas voler, mais en tout cas qu'il soit un peu oublié au cours des négociations. Négociations où ils voient les Russes finalement capitaliser sur l'opération en Syrie pour reconstituer leurs relations avec les Américains. Ça aussi, ça embête les Iraniens. Parce qu'eux estiment qu'ils n'ont pas besoin de la Syrie pour être pris au sérieux par les Occidentaux. Alors que la Russie a besoin de la Syrie. S'il n'y avait pas la Syrie, il y aurait la crise ukrainienne, il y aurait les sanctions, mais on serait un peu moins pris au sérieux. Alors qu'eux disent non, nous on a réglé le dossier nucléaire iranien, maintenant regardez, il y a les entreprises occidentales qui défilent chez nous, signent les contrats, on achète des Boeing, on va avoir de l'argent. Les Russes, c'est une situation qui est sensiblement différente. Donc là aussi, il y a une asymétrie qui peut devenir un petit peu trop lourde. Un déficit de confiance, une asymétrie. L'autre idée que les Iraniens ont en tête, c'est que les Russes pourraient être tentés de marchander la Syrie contre des investissements conséquents des pays du Golfe dans l'économie russe. Ça, c'est aussi une sensation désagréable que les Iraniens ont en tête, ils redoutent. Bon, jusqu'à présent, l'expérience les a, infirmé cette hypothèse. Les gens du Golfe ont investi dans l'économie russe, 100 millions par ici, 500 millions de dollars par là, 1 milliard, donc des investissements très modestes compte tenu de leur puissance financière. Et quand les Saoudiens sont venus à Moscou il y a quelques années en disant on met 20 milliards sur la table, on vous achète des armes et vous lâchez Bachar el-Assad, les Russes ont dit non. Donc pour l'instant, c'est démenti par les faits. Mais on peut dire qu'à moyen terme, ce qui est à peu près sûr, c'est qu'il y aura une concurrence entre les Russes et les Iraniens pour la satellisation de la Syrie. La Syrie demain sera un satellite de la Russie et ou de l'Iran, satellite politique, parce que les Iraniens sont là-bas et ce qu'ils ont laissé sur place, ils ne partiront pas. Les Russes non plus, me semble, ne sont pas prêts de partir. Par conséquent, il y aura là une lutte d'influence entre les deux pour qui a la plus grosse influence, la plus grosse part d'influence en Syrie. Dernier élément, dernier inconnu, dernière énigme, c'est la question kurde. Les Kurdes sont peut-être les combattants au sol contre les djihadistes qui sont les plus actifs, les plus déterminés et les plus motivés. Pourquoi ? Parce qu'ils se battent pour leurs droits et ils se battent pour avoir un État. Alors, quelle forme aura cet État ? Ça, c'est une autre question, mais c'est la question importante. Et pourtant, ces Kurdes sont les grands absents du processus de Genève, puisqu'ils ne siègent pas au sein d'une délégation kurdo-kurde. Ils sont représentés, mais à travers la délégation, en plus c'est d'autres Kurdes, mais dans le cadre d'une délégation d'opposition, qui ne convient pas au PYD, qui fournit le plus gros des troupes au sol pour se battre contre l'État islamique. Ils ne sont pas représentés à Genève, pourquoi ? Parce que le régime ne le veut pas,
et parce que les Turcs ne le veulent pas. Et ils ont toujours fait savoir que si les Kurdes venaient siéger à Genève, eux ne siégeraient plus, ce qui pose quand même un sérieux problème quand on veut résoudre la crise. Donc pour l'instant, ils ne siègent pas, ils sont très frustrés, mais ce qui ne les empêche pas sur le terrain de continuer d'engranger des gains territoriaux. Chaque jour, leur territoire grandit un peu plus, et donc d'acquérir de plus en plus d'influence, et donc d'acquérir de plus en plus de légitimité à siéger à Genève, ou en tout cas être entendus dans le cadre du processus de Genève. Alors les Kurdes syriens, leur modèle s'inspire d'un modèle qui est bien connu, qui est celui du Kurdistan irakien. Le Kurdistan irakien qui est peut-être aujourd'hui la forme d'État non indépendant qui est la plus aboutie, d'État kurde non indépendant qui est la plus aboutie. Le problème, c'est qu'il y a quand même des disparités géographiques et démographiques qui sont assez importantes. Le Kurdistan irakien, c'est environ 5 millions d'habitants, 5-6 millions d'habitants. Les Kurdes syriens sont 2 millions. Le Kurdistan irakien, c'est des villes, des centres urbains relativement développés. Je pense à Erbil notamment, qui est une ville d'1,5 million d'habitants, qui est la capitale du Kurdistan irakien. La potentielle capitale du Kurdistan syrien, ça pourrait être Kamishli. Kamishli, c'est 200 000 habitants. C'est une toute petite ville, Kamishli, par exemple. Donc là, il y a des disparités géographiques. Et surtout, le Kurdistan irakien dispose de ressources financières grâce à la vente de pétrole et de gaz aux Iraniens et aux Turcs, qui en font un État qui est quasiment financièrement autonome, en tout cas viable. Au Kurdistan syrien, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole. Il y en a un petit peu de pétrole, mais en tout cas pas suffisamment pour rendre viable une population de 2 millions d'habitants sur le territoire qui, en plus, pour l'instant, n'est pas unifié. Donc là, il y a un vrai défi. Et si tant est qu'un jour, il y ait une entité kurde qui franchisse le pas, qui franchisse le Rubicon, comme on dirait, et se déclare indépendante, en l'état actuel des choses, celle qui a la plus de chances de l'être, c'est le Kurdistan irakien. La question, c'est qu'est-ce qui serait prêt à reconnaître le Kurdistan irakien comme un État autonome, indépendant, et qui risquerait donc de se mettre potentiellement à dos, bon, l'Irak c'est sûr, si tant est que l'Irak existe encore, mais potentiellement les Iraniens, potentiellement les Turcs, encore que les Turcs, une situation un peu particulière. Voilà, autant de questions qui restent en suspens. Je vais m'arrêter là, je parlais une petite heure. Je vous remercie de votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions sur ce que j'ai expliqué ou sur d'autres sujets liés à la Russie au Moyen-Orient. Merci.